merci beaucoup pour le propos et merci beaucoup pour la lutte que vous menez. Je vais dire la vérité, je suis venu faire un détour parce que je devais venir à Villeurbanne de toute façon, pour d'autres raisons. J'ai vu passer un message d'Émilie sur un fil Telegram, donc, elle disait, voilà, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez applaudir votre mère aussi, me semble-t-il, enfin je sais pas, mais... Voilà. Je veux dire que les élus sont pas assez dans la gueule en général pour que quand le boulot il est fait, il soit signalé aussi. Donc voilà. J'ai vu passer ce message et je me suis dit, bon, je peux pas aller à Villeurbanne et pas venir soutenir avec modestie, parce que vous savez très bien que j'ai aucune clé en main pour débloquer votre situation. Tout ce que je peux être, c'est ça. Un porte-voix. Voilà. Je peux être ce micro, je peux être ce porte-voix, c'est tout ce que je peux être. Et je l'ai fait, j'ai rencontré les salariés de Belfort, de General Electric Belfort, j'avais rencontré ceux de Grenoble également, et malheureusement, c'est la troisième lame, là. Déjà, quand on regarde rien que la lettre A dans ce qui s'est passé dans l'industrie française, vous prenez Arcelor, vous prenez Alcatel, Nokia maintenant, vous prenez Alstom. Et vous avez compris. Vous avez compris. Alors, on peut cibler General Electric. On disait là, General Electric qui verse plus en dividendes qu'il ne fait de bénéfices. Donc, qui s'endette pour verser des dividendes aux actionnaires. Malheureusement, cette loi-là, Engie fait la même chose et un certain nombre d'autres entreprises font la même chose aujourd'hui. C'est devenu une norme de cette finance qui a pris le pas sur un projet industriel. Maintenant, moi, je n'ai pas demandé aux caïmans de devenir végétariens. Qu'attendre de General Electric d'autres que de rechercher à faire du profit, d'avoir une calculatrice à l'intérieur de la tête et se dire, bah, si c'est moins cher en Inde, je pars en Inde. Si c'est moins cher en Chine, je pars en Chine. Alors, vous êtes délégué syndical. Vous placez la responsabilité à ce niveau-là. Moi, je suis en politique et je place la responsabilité du côté du pouvoir politique. Et voilà pourquoi la question que je vous ai posée, c'est qu'a fait le gouvernement? Rien. Rien. Walou, j'ai entendu. Il a vendu. Oui, je sais bien. Alors, il y a une... Comment expliquer ce rien du gouvernement? Alors, il peut y avoir des phénomènes qui sont de l'ordre de la corruption. Et il y a un rapport qui a été rendu par M. Marlex, qui n'est pas du tout de mon parti politique, qui montre bien des phénomènes de corruption à l'œuvre dans les histoires dans la vente de Alstom à General Electric. Bon, ça c'est le premier point. Je crains que ça soit presque optimiste comme vision des choses, parce que ça serait un mécanisme de corruption, ça serait superficiel pour ainsi dire. La vérité, c'est qu'on a aujourd'hui un appareil d'État qui est colonisé de l'intérieur, non pas avec des pressions de l'extérieur, mais qui est colonisé de l'intérieur par les intérêts privés. Qu'on a une véritable complicité de l'intérieur à détruire l'appareil industriel. Et idéologiquement aussi. Vous savez, ça fait 30 ans, alors moi je suis de Picardie. Ça veut dire que vous avez entendu parler de Whirlpool, vous avez entendu parler de Goodyear, mais derrière vous n'avez pas entendu parler de Parisot, siège de France, vous n'avez pas entendu parler de Newell, vous n'avez pas entendu parler de Magneti Marelli, vous n'avez pas entendu parler de Flodor, mais voilà, les plans sociaux on les a fait en série. Et avec un laisser-faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en l'industrie. Ils ne croient pas en l'industrie. Et moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus de la nécessité de l'industrie. Là, aujourd'hui, les victimes du plan, ici, pour moi, j'en vois 3. Les salariés que vous êtes très directement, la souveraineté nationale, pour ainsi dire, la capacité à maintenir notre appareil en matière d'énergie, en l'occurrence. Et j'en vois un 3e, c'est possiblement la planète. Quand on supprime de la recherche et développement sur comment produire pour demain une énergie plus verte, c'est la planète qui est mise en danger par ce choix financier contre le projet industriel. La vision optimiste, ça serait, pour moi, on a véritablement affaire à une trahison par les dirigeants qui, là, ont vendu et vendent la France à la découpe. Mais, ouais, c'est gentil. Mais, vous savez, ce truc du laisser-faire, je suis passé, donc pour moi, c'est pas loin d'ici, à Luxfer, donc du côté de Clermont-Ferrand. Pour moi, c'est pas loin. Donc, il faut fabriquer les bonbonnes
à oxygène qui étaient utilisés donc, par les pompiers et dans les hôpitaux. Ils ont vu le responsable de l'industrie au ministère qui lui leur a dit qu'est-ce que vous voulez? Quand un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand un enfant a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Voilà, mais si, je suis passé à Comatelec, donc ça c'était du côté de Vierzon, c'est le numéro 1 du luminaire. Vous voyez, les luminaires, si ça se trouve, c'est fabriqué chez Comatelec, là du côté de Vierzon. Ils suppriment toute la production, ils gardent 15 postes en logistique, pour faire joujou. Ils sont allés à Bercy. Bercy, qu'est-ce qu'ils ont dit? Faites pas ça avec les élections municipales parce que sinon ça va nous gêner. Enfin, pas les salariés qui sont venus, mais les dirigeants d'entreprise sont allés. Quand j'interroge Agnès Pannier-Runacher pour savoir qu'elle est la politique en matière de médicaments, est-ce qu'on est sûr que les médicaments, vous savez que pendant la crise du printemps, on a eu un grand nombre de médicaments, genre Hypnovil, des trucs comme ça, qui ont été manquants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont morts dans la douleur parce qu'il n'y avait pas les sédatifs. Je me demande quel est le plan pour ça. Elle me répond, on peut faire confiance à Sanofi. Moi, je fais confiance à Sanofi pour faire du profit. Mais tout ça dénote d'une même logique. Et je vous donne la dernière que j'ai entendue dans l'hémicycle. Vente, donc, vous savez, de Suez, qui est récupérée par une OPA hostile, par Veolia. Il y a un amendement qui est en plus déposé par un macroniste, vous voyez, qui dit on doit interdire les OPA hostiles partant de crise sanitaire. La réponse de la ministre, ça a été de dire que ça serait une atteinte aux libertés et que ça serait des restrictions excessives. Vous imaginez, nous, il n'y a pas de problème pour nous dire vous avez le droit de sortir 1 heure de chez vous à moins d'1 kilomètre, il vous faut une attestation pour aller au boulot, vous n'avez pas le droit d'aller faire pisser votre chien 2 fois dans la journée, enfin en gros quoi. Et eux, si jamais on vient interdire les OPA hostiles partant de Covid, c'est une restriction excessive des libertés. C'est-à-dire qu'il y a une toute-puissance des libertés économiques et c'est une volonté. Donc là, c'est une volonté de non-intervention de l'État dans les affaires économiques. Et moi, je suis pour une intervention de l'État. Je ne dis pas que l'État doit racheter ici. Je veux être... non, mais c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ça. Oui, voilà, vous voulez bien. Je ne dis pas... Non, non. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je veux dire, quelle est ma logique? Moi, je veux une économie dirigée. C'est-à-dire que je veux une économie comme ce qu'a fait Roosevelt. Mon modèle, c'est Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne rachète pas toutes les entreprises du pays. Mais il dit à toutes les entreprises du pays, moi je veux des porte-avions, moi je veux des bombardiers, moi je veux des hydravions. Et parce que s'il n'avait pas canalisé toute l'énergie du pays, à savoir la main-d'œuvre, les capitaux, le savoir-faire, dans cette direction-là, jamais ils auraient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on doit considérer qu'on est en guerre climatique. Dans un temps de guerre climatique, il ne faut pas laisser faire les industries ce qu'elles veulent. Là, ça nous rapporte, donc on le fait. Là, ça ne nous rapporte pas, donc on arrête. Non, il nous faut que l'économie elle soit dirigée, qu'elle soit canalisée vers ce qui paraît être le plus essentiel, les besoins essentiels de la nation, voire de la planète. Et dans ce cadre-là, il y a une importance de l'industrie pour mener cette guerre climatique. Et c'est vrai que quand j'entendais Macron au printemps, je l'aime beaucoup le Macron du printemps, déléguer notre production, notre capacité à soigner notre cadre de vie à d'autres est une folie, nous devons en reprendre le contrôle. Et il annonçait des décisions de rupture pour les prochaines semaines et les prochains mois. Il concluait martial, je les assumerai. Je ne sais pas si vous les avez vues, vous, les décisions de rupture pour les prochaines semaines et les prochains mois. Malheureusement, je crains qu'on ait peu à attendre de manière générale. Il y a des boîtes qu'on peut sauver. Je veux dire, au cas par cas, il y a des trucs qu'on peut arriver à faire. Mais la logique d'ensemble est tellement une logique de laisser faire, une logique de non-intervention, qu'on ne peut pas y arriver comme ça. Donc évidemment, moi je place la responsabilité centralement du côté du politique et je vous encourage, je l'ai dit à toutes les boîtes, y compris j'étais à côté de Ecopla, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était une boîte qui fabriquait de l'alu, toute petite boîte à Saint-Vincent-de-Mercuse du côté de Grenoble, et je leur disais, montez à Paris, tant que vous êtes dans votre coin, ils s'en foutent. Ben oui, voilà, c'est pour ça que je vous engage à le faire et à nous aider. Moi, chaque fois qu'il y a des luttes, je considère que moi je vous aide en étant votre porte-voix, mais vous nous appuyez, parce que si jamais c'est pas vous qui bougez, nous on n'est rien. État, l'étymologie, c'est se tenir droit. Ça vient de se tenir droit.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui se couche. On l'a dit, un État qui se met à genoux. Et ce que vous venez faire, c'est demander à l'État de se tenir droit face à General Electric, face aux actionnaires et ainsi de suite. Et évidemment, je suis avec vous, avec toute la modestie de ce que je peux faire, mais si je peux vous être un point d'appui pour vous aider à monter à Paris, ben voilà, je le serai. Bon, je termine par notre cri de guerre traditionnel. Et à la fin, ça nous convainc ? Et à la fin, ça nous convainc ? Merci à vous. Merci. Donc le gouvernement, on me posait la question de ce que fait le gouvernement, et ben malheureusement le gouvernement ne fait rien, quoi. Il n'y a aucun engagement du gouvernement. Le seul engagement que j'ai entendu, c'est Bruno Le Maire, à l'annonce du plan de restructuration, a dit qu'il n'autoriserait pas à General Electric de pouvoir faire un plan d'aubaine. Je crois que c'est la seule phrase qu'il a dit sur General Electric, j'en ai jamais entendu reparler. Donc il y a eu 3 courriers qui ont été faits pour solliciter une rencontre auprès de Bruno Le Maire parce qu'on présageait bien qu'on allait vers des difficultés. On n'a eu aucune réponse. Donc on a effectivement dans l'idée de monter sur Paris et d'aller solliciter les politiques, quoi, parce que le dossier ne va se débloquer qu'au niveau politique, hein. Non, pour nous c'est monsieur Alexis Martinez, notre monsieur restructuration au niveau France, et même oui, General Electric. Il faut que l'État intervienne, peut-être aussi réclame des comptes sur les accords qui ont été passés entre General Electric et le gouvernement français. Il y a eu des accords passés, on est aujourd'hui à moins 3000 emplois par rapport à quand on est rentré dans le groupe General Electric. Donc on est sur un déficit d'emplois énorme. General Electric bénéficie d'argent public et l'État français est à genoux, quoi, hein. Je ne sais pas qui a dit qu'on pouvait comparer le gouvernement à un paillasson et sur lequel, oui, General Electric s'essuie les pieds. Ben, on est à peu près à ce niveau-là, quoi. Bonjour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce fameux Alexis Martinez, il a un grand responsable, notre grand responsable de tous, à tous. Il s'appelle Monsieur Jérôme Pécresse. C'est quand même lui qui est décideur au niveau renouvelable et il ne se mouille pas dans le dossier. Il laisse ses sous-fifres gérer le... En interne à GI. Oui. Donc le patron de GI Renouvelable, c'est Jérôme Pécresse. Et il fait rien pour sauver l'emploi en France. C'est honteux.